Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour Agricole de vous accueillir aujourd'hui pour cette belle conférence qui sera sur le thème Comment faire aimer les légumes aux enfants ou alors, en sous-titre, Comment aider vos petits bouts de choux à aimer les choux. Aujourd'hui, c'est Marie-Andrée Mathieu qui est une agro-éducatrice d'Agricole qui accompagne des écoles dans la région du Bas-Saint-Laurent. C'est une magnifique personne, passionnée par les légumes, par la nature, par les arbres. Et qui de mieux placé pour nous parler des légumes auprès des enfants, puisque Marie-Andrée a 4 enfants et qu'elle a été responsable, copropriétaire d'une ferme maraîchère pendant plusieurs années, le potager Enchanté. Et c'est ça, c'est une passionnée. J'ai hâte de t'entendre, Marie-Andrée, parler de ce sujet. Merci à tout le monde d'être là. Je te laisse la parole, Marie. Merci beaucoup, Sarah. Oui, on entend beaucoup parler de nutrition un peu partout sur Internet, puis des fois, ça va dans des directions vraiment différentes, fait que j'avais envie de vous parler un petit peu plus de mes bases avant de commencer. Moi, j'ai eu la chance d'étudier en nutrition à l'Université McGill, au campus McDonald, qui est aussi le campus d'agriculture, et c'est là où je suis vraiment tombée en amour avec l'agriculture, le jardinage. Et j'ai poursuivi plus dans la ligne d'agriculture par la suite dans ma vie, d'où la ferme de paniers de légumes, marché public. Et aussi, j'ai eu 4 enfants au travers de toute cette belle vie-là que j'ai eue. Mes bases en agriculture m'ont permis vraiment et en nutrition, m'ont permis d'avoir une espèce de sentiment de sécurité par rapport à l'alimentation de mes enfants. Fait que déjà, quand on est des parents, il y a beaucoup de combats qu'on mène pour essayer d'être des bons parents, d'être à la hauteur, de donner le meilleur à nos enfants. Puis moi, au moins, ce combat-là au niveau de l'alimentation, je l'ai moins ressenti dans ma vie parce que j'avais des bases qui m'ont donné un bon sentiment à ce niveau-là. Puis c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est des petits trucs que j'ai appliqués dans ma vie, qui sont très simples, mais qui fait qu'après ça, on se casse beaucoup moins la tête. Je sais que c'est pas facile d'être des parents, puis aussi, dans ce que je vais vous dire, j'aimerais ça que vous ayez beaucoup de bienveillance envers vous. Faire des changements aussi, ça peut être difficile. Le moment de transition peut être difficile, fait que faire un changement à la fois, progressivement. Puis quand on décide de faire un changement, peut-être d'essayer de le maintenir assez longtemps pour dépasser la phase où est-ce qu'il va ça va grincer un peu de chialage pour voir après est-ce que ce truc-là marche pour notre famille. Je sais que chaque enfant est différent. J'ai eu 4 enfants qui sont très différents les uns des autres. Puis l'autre chose que je voulais nommer aussi, c'est que j'ai aucune connaissance par rapport à tous les enfants qui peuvent avoir des troubles ou être médicamentés. Ça, à ce niveau-là, je ne sais pas si les notions que je vais vous apporter vont être utiles ou pas. Peut-être qu'il faut les tester, peut-être qu'il faut aller plus vers une nutritionniste pour vérifier à ce niveau-là. Voilà pour ça. On peut commencer. Je commence par vous nommer les différents faits que je trouve importants, les notions importantes, puis après ça, je vais les élaborer avec des exemples un peu plus loin. Un enfant ne se laissera pas mourir de faim. C'est normal que les enfants aient une aversion pour les nouveaux aliments ou qu'il y ait certains aliments qu'ils n'aiment pas. Les enfants vont instinctivement manger tout ce qu'il leur faut pour remplir les besoins de leur corps si on leur présente une diversité d'aliments. Excusez-moi. La règle précédente ne fonctionne plus ou pas vraiment si on a des options d'aliments ultra transformés, comme des croissants, des croquettes de poulet, sur la table. Les papilles s'habituent au goût du sucre, elles en demandent toujours plus, mais les papilles se renouvellent, donc on peut renverser cette tendance-là. La faim est votre plus grand allié en tant que parent. Un enfant en bonne santé ne se laissera pas mourir de faim. Ça, cette notion-là, c'est pour enlever l'inquiétude de « Ah, mon Dieu, mon enfant n'a pas mangé son repas, il disait qu'il n'avait pas faim, peut-être je devrais lui offrir d'autres choses qu'il aime plus pour être sûr qu'il va manger quelque chose pour pas qu'il meure de faim. » C'est une inquiétude qu'on n'a pas besoin d'avoir en général parce que si l'être humain n'avait pas eu l'instinct très fort de manger pour survivre, on ne serait peut-être pas aussi nombreux sur la planète. Là. Il y a beaucoup d'endroits sur la planète où il n'y a pas autant de choix qu'au Québec.
Est-ce que ça serait une bonne idée de faire 2-3 menus différents si si chacun de nos enfants a des préférences différentes ou des choses qu'ils n'aiment pas? Mais je pense que c'est de se mettre énormément de pression comme parents. Déjà que c'est compliqué d'arriver, on est super occupé, on a plein de choses à faire. Fait que se mettre cette charge-là de plus, de faire des repas différents pour chacune des préférences de nos enfants, c'est énorme, je trouve. Mais en plus, c'est pas rendre service à l'enfant. Parce que ce qu'on veut, premièrement, c'est qu'il mange une diversité d'aliments éventuellement, ce qui va apporter beaucoup, beaucoup pour sa santé, son microbiote. Mais on veut aussi qu'il y ait de la facilité à avoir une vie sociale, à sortir, à voir des amis, à aller coucher ailleurs dans des événements, puis sans se restreindre parce qu'il a peur qu'il y ait des choses ou qu'il n'y ait rien qu'il aime manger. Évidemment, ça prend la notion de plaisir. Il faut que les repas soient un signe de plaisir. Je sais qu'on est bien occupé, il y a les sports, il y a plein d'activités, mais à chaque fois que c'est possible, on peut essayer de manger en famille ensemble. C'est super important pour favoriser que les enfants mangent bien. La petite phrase qui est sur le diaporama, je l'ai tirée de Bien grandir, le magazine, que je l'ai trouvée très bonne. Les enfants ressentent la société beaucoup mieux que les adultes. Ils ont un estomac plus petit. Ils peuvent se rattraper de façon naturelle. Donc, si l'enfant mange moins à un repas, il va se rattraper au repas suivant. Donc, le rôle du parent, c'est de fournir un repas de qualité à des heures régulières, dans un climat agréable, en compagnie des parents quand c'est possible. Moins d'appétit. Est-ce qu'on s'inquiète si un enfant réduit la quantité de ce qu'il mange, qu'on remarque ça rapidement? Ben moi, mes enfants ont grandi très vite et pendant la période de croissance, ils ont mangé énormément. C'était vraiment des bonnes quantités, il y avait un appétit et là, tout était bon tout le temps. Et tout à coup, ça l'a ralenti, puis c'est sûr qu'on se pose toujours la question, mais il faut vraiment... La première explication, c'est souvent les courbes de croissance. C'est souvent ça. Aussi, si un enfant est malade, ça se peut qu'il mange moins. Est-ce qu'on devrait le forcer à manger pour qu'il guérisse plus vite? Mais ça peut être un instinct aussi. Il y a beaucoup d'animaux qui arrêtent de manger quand ils sont malades. Ils mettent leur énergie à guérir plutôt qu'à digérer et tout ça. Fait que c'est pas nécessairement un mauvais signe non plus. L'aversion pour les nouveaux aliments ou un enfant qui n'aime pas un légume. Est-ce que c'est normal? Bien, j'aime beaucoup faire des liens entre la façon qu'on mange et l'histoire de l'humanité. Fait que, dans l'histoire de l'humanité, si un enfant avait mangé tout ce qui se trouvait sur son chemin, les fruits, les feuilles, les plantes, il aurait pu facilement s'empoisonner puis mourir. Fait que la stratégie d'évolution que l'être humain a développée, c'est qu'avant qu'un enfant accepte de manger un aliment, instinctivement, inconsciemment, il va vérifier est-ce que les autres membres autour de la table qui mangent cet aliment sont encore vivants dans les jours qui suivent. Donc, un enfant qui goûte pour la première fois un brocoli et qui dit qu'il n'aime pas ça ou qui voit le brocoli, il ne veut même pas y goûter, la meilleure façon de le convaincre de manger du brocoli un jour, c'est de continuer à servir le brocoli dans les jours, les semaines qui suivent et que nous, en tant que famille, en tant que parents, on en mange et on montre qu'on aime ça. Là, l'enfant va acquérir un sentiment de sécurité que cet aliment-là est fiable, on peut le manger sans inquiétude. Ça peut prendre jusqu'à 20 fois de présenter un aliment sur la table avant que l'enfant décide même juste d'y goûter. Avec Agricole, on fait attention. Au lieu de dire « c'est dégueulasse, j'aime pas ça », on va essayer vraiment d'aller avec la dégustation des 5 sens. On va couper la relation de « cet aliment, j'aime pas ça » en disant « bon, on l'observe maintenant ». Quelle couleur il y a? Qu'est-ce qu'il sent? Quelle texture il a l'air d'avoir? Puis, s'il le fait à chaque fois qu'on présente l'aliment, il peut même, à un moment donné, décider juste de mettre l'aliment sur sa langue. Au minimum, l'endurer le légume dans son assiette. Puis, après ça, à un moment donné, naturellement, il va décider de le goûter. La phrase que j'ai mis en gros, c'est vraiment ma phrase coup de cœur. S'il y a juste une chose que vous prenez en note de la conférence que je vous donne aujourd'hui, le truc qui est le plus valable, c'est cette phrase-là. Je l'ai entendue il y a quelques années, je trouvais ça fantastique, ça enlève beaucoup de questionnements pour les parents. Et les nutritionnistes qui sont venus donner une conférence pour Agricole nous l'ont redit. La clé, c'est que l'enfant choisit combien. Il choisit la quantité qu'il mange. Nous, on le force pas à finir son assiette, on le force pas à manger ses légumes. Mais nous, comme parents, on choisit
qu'est-ce qu'on met sur la table comme repas? C'est nous qui décidons du choix du repas, des aliments qui sont disponibles. À quelle heure on mange le repas? À quelle heure on mange les collations? Et aussi, dans quelle ambiance? Comment? Est-ce qu'on accepte de mettre une musique douce? Est-ce qu'on demande d'avoir des conversations plus calmes? Est-ce qu'on interdit les cellulaires et la télé qui roulent en même temps du repas? Fait que ça, c'est le rôle des parents. Je pense que cette phrase-là, c'est la clé d'enlever beaucoup de casse-tête, en fait. Les enfants vont instinctivement manger tout ce qu'il faut pour remplir les besoins de leur corps. Ah, ça, là, c'est... ça aussi, ça enlève beaucoup de pression aux parents. Quand j'étais en nutrition, on avait parlé de cette étude scientifique qui avait eu lieu. Des enfants qui jouaient, qui avaient accès sur une table à plein d'aliments diversifiés, des aliments naturels, des aliments de base, pas des aliments avec des longues listes d'ingrédients, là, avec des fruits, des légumes, des protéines, des noix, des œufs durs. Et les enfants mangeaient ce qu'ils avaient envie. Et les scientifiques ont mesuré tout ce qu'ils avaient mangé sur la période de temps que l'étude avait duré. Et les enfants avaient naturellement été chercher exactement ce qu'ils avaient besoin. Les protéines, les vitamines, les minéraux, ils étaient complets dans leurs besoins nutritionnels. On appelle ça l'intuition alimentaire. Chez les jeunes enfants, plus ils sont jeunes, plus cette intuition-là est forte. Malheureusement, nous, les adultes, on l'a un peu perdu parce qu'on a eu toutes sortes d'autres expériences avec les aliments, des expériences émotives. On s'est fait dire peut-être « finis ton assiette » ou « mange tous tes légumes, sinon tu n'auras pas de dessert ». Et ça, c'est un bon aliment, ça, c'est pas bon. Fait que ça a comme teinté notre relation avec l'alimentation. Mais pour les jeunes enfants, c'est encore très fort. Donc, on n'a pas besoin de contrôler ce qu'ils mangent ou de mesurer, peser. On peut faire confiance à leur intuition alimentaire si on leur présente des bons choix. Le problème, c'est ils ont le choix avec des aliments ultra transformés, croissants, croquettes de poulet, saucisses. Là, à ce moment-là, c'est sûr que l'intuition alimentaire fonctionne moins bien. Peut-être chez certains enfants, ça va marcher pareil, mais pour d'autres, ça pourrait ne pas fonctionner. Encore une fois, à cause de notre histoire d'être humain. Pendant l'histoire de l'humanité, c'était très rare d'avoir la chance de tomber sur des aliments très sucrés ou très gras. Et quand on avait la chance d'en profiter, on en profitait beaucoup parce que on ne savait pas si la semaine d'après, peut-être, on n'aurait rien à manger. Fait que cette intuition-là alimentaire est aussi très forte. Fait que si on donne le choix entre un croissant puis un brocoli, le croissant va gagner. Fait que ça aussi, c'est bon à savoir. Votre plus grande alliée dans votre désir de faire en sorte que les enfants aiment les légumes, la faim est une grande alliée. Fait que ça, comment on fait pour qu'au moment où on sert les légumes, les enfants aient faim? On peut s'assurer d'avoir des légumes prêts à l'avance parce que c'est une grosse pression quand on revient du travail avec les enfants qui ont faim. Puis là, il faut préparer un repas. On en a pour une demi-heure, 45 minutes avant que ça soit prêt, peut-être une heure. Et là, les enfants crient, pleurent. Fait que là, si on a déjà des légumes de prêt, ça facilite énormément la vie. Des bâtonnets de carottes, de rutabaga, de céleri. Les poivrons, il ne faut pas les préparer trop d'avance, à moins qu'on prenne des petits poivrons en boule, qu'il n'y a pas de préparation à faire. Rondelles de radis, tranches minces de choux, bouquets de brocolis, choux-fleurs, champignons, topinambours, même tomates cerises. Il y a plein de choix de légumes qui peuvent se servir rapidement, puis les enfants mangent avant de souper. C'est des légumes, ça ne coupera pas leur appétit. Puis s'ils arrivaient au souper et qu'ils ne mangeraient pas les légumes d'accompagnement, ça ne serait pas grave parce qu'ils ont déjà mangé avant le souper. Attention cependant aux collations trop riches, trop proches du repas. 2 heures avant le repas, je vous donne un exemple. Ma sœur, avec son chum, devait aller chercher les enfants à la garderie. C'était loin de la maison. Dans le voyage en auto, les enfants avaient faim. Fait que là, il préparait des collations pour pas que les enfants souffrent trop de la faim dans le transport. Il donnait des jus, des fromages, des barres tendres, des fois des pâtes d'ours. Même juste un jus, ça peut être assez pour couper l'appétit. Dans l'intuition alimentaire des enfants, le corps, quand il y a eu assez de calories, il va comme fermer certaines papilles gustatives de la langue. En fait, quand le corps veut qu'on mange plus pour qu'on ait plus d'énergie, si on en a besoin, il va ouvrir les papilles pour que tout goûte très bon. Fait que quand on a faim, la majorité des aliments vont goûter très bon. Quand on n'a plus faim,
il va fermer certaines papilles pour que là, on ait moins de saveur, que ça soit moins agréable, on ait moins de plaisir, puis donc on mange moins. C'est une façon de se réguler. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on donne à des enfants à 2 heures du prochain repas. D'ailleurs, dans un excellent podcast que j'aime écouter, Sentez-vous mieux, avec docteur, je crois, Evelyne Borduaroy, elle disait qu'en Europe, il n'y a pas de collation. Les enfants mangent aux heures de repas. Fait que c'est pas quelque chose d'essentiel dans la vie d'un enfant pour qu'il survive. En plus, les aliments mangés en premier vont affecter les papilles gustatives. Si on boit un jus avant le repas, bien là, ça se peut que tous les aliments qui suivent vont avoir un goût plus fade parce que le jus était sucré. C'est pour cette raison-là aussi que quand on va dans un vignoble et qu'ils nous font déguster plein de sortes de vins, ils vont souvent avoir un petit vinaigre entre les vins à nous faire prendre, avec un petit pain ou quoi que ce soit. Puis là, on trouve que le vin est très sucré. Puis quand on le ramène chez nous, on dit « Ouh, finalement, ce vin-là est acide parce que ça avait affecté nos papilles. » Et la faim, pour avoir faim, pour s'assurer que les enfants ont faim quand arrive le moment de manger les légumes, il faut qu'ils bougent. Un enfant qui bouge, qui joue dehors, qui va prendre des marches avec le parent pour se rendre à la garderie ou aller à l'épicerie, bien, ça ouvre l'appétit. Et à ce moment-là, on est déjà en bonne condition pour que les enfants apprécient le repas. Les papilles s'habituent au sucre. Fait que là, on pense que le sucre, c'est nécessaire pour avoir du plaisir dans la vie. Mais finalement, nos papilles sont un peu des junkies du sucre. Plus on leur en donne, plus ça leur en prend un niveau élevé de sucre pour avoir du plaisir. Si on diminue tranquillement le sucre qu'on met dans nos aliments, les papilles vont se réhabituer parce qu'elles se renouvellent aux 3 à 6 semaines, je pense. Je ne suis pas sûre du chiffre, quelque chose comme ça. Et là, on va trouver de plus en plus que les aliments naturels, les sucres naturels dans les fruits et dans les légumes sont très bons. On n'aura plus besoin de rajouter du sucre en plus. Fait que c'est pas une question d'avoir moins de plaisir, c'est une question d'habituer nos papilles. Moi, j'ai toujours eu la dent sucrée, j'aime bien les desserts, puis j'ai fait cet exercice-là de réduire dans ma vie le sucre. Puis aujourd'hui, pour moi, une tisane, c'est vraiment meilleur sans miel, sans sucre. Puis si on ne met plus de sucre dans les compotes du tout, les enfants aiment ça. Puis si je prends un yogourt grec non sucré, je vais trouver ça absolument délicieux. Fait que ça marche vraiment, je l'ai testé sur moi. Les humains veulent faire pareil aux autres. Bon, ça, c'est encore une histoire d'évolution. Imaginez-vous au temps des hommes des cavernes, si on agissait différemment de nos compagnons, on pouvait se faire rejeter du groupe. Et à ce moment-là, on était condamné à une mort certaine par les prédateurs ou par la famine. Il fallait absolument qu'on reste dans notre groupe. Bien, ça, c'est un instinct très, très fort chez l'humanité. D'où la mode et toutes ces choses-là. Les enfants vont vouloir imiter les gens, les adultes qui sont autour d'eux, la famille. Et que si les parents ne mangent pas de légumes, on aura beau mettre des légumes sur la table, nos chances ne sont pas très bonnes que ça réussisse. Ils vont vraiment imiter. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'on aime les légumes, d'exprimer notre amour des légumes. Ça, c'est une belle façon de les influencer. À l'école, ils vont vouloir aussi appartenir au groupe de leurs amis, de leurs camarades de classe. Fait que ça peut être une belle occasion que les écoles ont de servir des collations de légumes quand il y a des collations offertes, quand il y a des événements spéciaux. Quand on fait des dégustations de légumes en classe, même les enfants qui d'habitude n'en mangent pas, s'ils voient tous leurs amis manger les légumes, être contents, bien, souvent ils vont finir par y goûter. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent observé dans les activités agricoles. Les autres trucs qui m'ont été beaucoup fournis par mes collègues chez Agricole, il y a plein de mamans ou de personnes qui aiment bien s'entourer d'enfants, qui ont des bons trucs. Encourager les enfants à participer à la préparation des repas. Je vous les nomme en vrac, après ça, on va donner les exemples. Créer un petit jardin, cultiver des pousses, préparer des repas de style Subway avec plein de choix de légumes au centre de la table, investir dans des légumes savoureux, intégrer un légume différent par semaine dans ses achats. Varier les présentations, les sortes de cuisson, les sauces. Donc, faire participer les enfants à la préparation du repas. Là, on veut on veut que les enfants aiment les légumes, mais en fait, il faut qu'il y ait du plaisir. Il faut qu'il y ait l'impression aussi de participer à ce qui se passe.
Laisser l'enfant choisir le légume principal du repas. Pourquoi pas, si on a plein de choix dans le frigo, on le laisse choisir, ça lui donne l'impression d'être autonome, d'avoir du contrôle sur ce qui se passe. On peut le faire participer à choisir les collations qu'il va avoir dans sa boîte à lunch, à les préparer. Couper les légumes. La première fois que j'ai fait une activité de rouleau de printemps avec les 6e années, j'ai vraiment eu peur que ça finisse avec beaucoup de sang. Finalement, ça s'est bien passé. Et en donnant les bonnes techniques de comment couper les légumes avec le bon couteau approprié à l'âge de l'enfant. Là, aujourd'hui, dans presque toutes les classes, on fait manipuler le couteau et ça se passe très bien. Ils sont étonnamment très bons pour faire ces étapes-là. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de les impliquer. Pendant qu'on prépare le repas, pendant qu'on coupe les légumes, pourquoi les empêcher de piger là-dedans, de piger dans les légumes qu'on prépare? Moi, ça m'est déjà arrivé qu'avant que le repas soit prêt, les enfants aient mangé la moitié des légumes qui allaient dans le repas. Puis après ça, c'est sûr qu'ils ne mangeaient pas de légumes au souper, mais ils avaient pris toutes les vitamines qu'ils avaient besoin avant le souper. Et les laisser jouer avec la nourriture. Ça, c'est magique quand on permet ça d'arriver. Dans une de mes écoles qui était en rénovation, on ne pouvait pas faire l'activité du couscous aux légumes au complet. J'ai quand même apporté les légumes à l'école et permis aux enfants, j'aurais dit utiliser les légumes comme si vous faisiez une œuvre d'art avec vos crayons ou avec la peinture, mais là, c'est les légumes qui vous permettent de faire un dessin. Et ils ont fait des dessins, des bonhommes avec des sourires, des yeux, avec les légumes que je leur proposais. Puis je leur ai dit, quand vous avez fini le dessin, vous levez la main, je vais prendre en photo les œuvres d'art que vous avez faites. Ensuite, vous pouvez manger vos œuvres d'art ou faire un deuxième dessin. Fait que ça brisait la relation de peur des légumes, de « moi, j'aime pas les légumes ». Là, tout à coup, ils voyaient le légume sous un autre angle, avec beaucoup de plaisir. Et puis, ça permettait d'avoir aussi la créativité dans ce jeu-là. Et la moitié des enfants ont mangé tous leurs légumes après le premier dessin. Et à la fin de la période, il y a eu très peu de gaspillage. Les enfants ont presque tout mangé. Ils se sont beaucoup amusés. Puis là-dedans, il y avait des céleris, des brocolis. Fait que ça a été vraiment un coup de cœur pour moi, cette activité-là. Il ne faut pas avoir peur de leur laisser faire une belle présentation dans leur assiette quand on les sert. On peut aussi les impliquer à faire une vinaigrette avec nous, leur demander de choisir le légume à mettre dans la recette de muffin. Est-ce que je fais un muffin avec des courges aujourd'hui ou avec des carottes râpées? À l'épicerie, pourquoi pas donner un budget pour acheter un légume spécial? Ça peut devenir un beau moment où est-ce qu'on cherche sur Internet quelle recette on va faire avec. Puis là, si on n'aime pas le résultat, on dit la prochaine fois, on essaiera une autre recette. Ça peut être le début d'une passion. Puis, on peut même préparer les légumes de différentes façons. Fait que si on a préparé un légume bouilli une fois, puis l'enfant dit qu'il n'a pas aimé ça, bien, la fois d'après, on le présente en crudité, on le présente cuit vapeur, sauté, braisé. Il y a tellement de façons de présenter les légumes. Faire un petit jardin. Encore une fois, c'est la notion de plaisir liée aux légumes, c'est la notion de voir les légumes avec un autre angle. On les implique, les voit pousser. Les pois, les radis, les carottes, c'est les grands gagnants pour initier les enfants au jardinage et au plaisir de manger directement dans le jardin. Si on n'a pas de jardin, mais qu'on a un petit balcon, il y a de plus en plus de légumes qui sont faits exprès, des formats mini de plantes pour fitter dans des pots sur un balcon, des tomates cerises, des haricots grimpants. Fait qu'on peut quand même avoir ce plaisir-là. En hiver, cultiver des pousses sur terreau, c'est vraiment très facile. On le fait avec les maternelles. Ça prend seulement quelques jours, c'est prêt et on peut manger directement les petites pousses sans préparation. Je dis laisser les enfants manger le jardin. Nous, les enfants étaient souvent dans nos grands jardins avec nous, puis ils mangeaient directement les brocolis, les pois. Pourquoi attendre d'être dans la maison? Pourquoi pas les laisser avoir du plaisir directement sur place? Et même, il y a des semenciers qui se spécialisent à faire des sachets de semences qui sont destinés aux enfants avec des variétés qui sont un peu plus funky, colorées, qui ont des aspects différents ou des variétés qui savent qu'ils poussent très vite, fait que l'enfant voit vite le résultat de ses efforts. Les repas style Subway, ça, c'est un coup de cœur. Fait qu'on met les légumes au centre de la table, tous les aliments qui vont aller dans le... Par exemple, si on fait un Buddha bowl, ou un autre plat, ça peut être du riz, du quinoa, des nouilles qu'on met dans le bol. Et l'enfant choisit ce qu'il met dans son bol par-dessus son riz.
Et il va choisir s'il va avoir peut-être des rondelles de radis, il va avoir des carottes râpées, des spirales de courgettes, des tomates cerises coupées en dés, puis il peut avoir des petits carrés de tofu, des noix. Fait qu'il fait un choix, puis nous, on n'a pas à mettre de pression sur ce qu'il mange. Puis ce qui est le plus merveilleux avec cette formule-là, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage. Parce qu'à la fin, s'il reste des ingrédients sur la table, bien, nous, on a déjà prévu que le lendemain, on réutilise ces ingrédients-là pour faire un riz aux légumes, une soupe, une omelette, un gratin, ou on les met dans la sauce spaghetti. Investissez dans des légumes savoureux. Ça, c'est la maraîchère biologique en moi qui trouve que ce qui coûte cher, en vrai, c'est le gaspillage. Fait que si on achète des légumes qui sont moins bons, bien, à ce moment-là, puis il y a du gaspillage, bien, c'était pas un bon investissement. J'ai déjà eu une cliente de panier de légumes qui me disait qu'elle n'aimait pas le chou. Fait qu'on lui donnait jamais de chou. Mais une fois, moi, c'était ma bénévole qui servait les paniers, puis elle avait envoyé une amie chercher son panier de légumes. Fait que finalement, elle s'est retrouvée avec du chou dans son panier, et comme elle ne voulait pas le gaspiller, elle l'a cuisiné. Et la semaine d'après, elle est venue me voir en me disant « Mais je pensais que j'aimais pas les choux, mais ces choux-là sont savoureux. » Fait qu'elle, après ça, était vraiment convaincue. Elle a pris, toutes les années qui ont suivi, elle a pris des choux dans son panier parce que là, elle savait qu'elle aimait cette sorte de choux-là. Et un autre exemple, on a eu des amis qui avaient eu un bébé, une jeune famille, qui ont eu un bébé et ils vivaient chez des amis à eux qui avaient un jardin, qui ont fait les premières purées avec des légumes de jardin. Ensuite, quand ils ont acheté leur maison, qu'ils ont commencé à acheter des légumes d'épicerie, le bébé ne voulait plus rien savoir de manger les légumes. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix de prendre un panier de légumes biologiques pour que l'enfant recommence à manger des légumes parce que l'enfant était habitué au goût des légumes biologiques. Et dans plusieurs cas, le goût est vraiment meilleur. Souvent, les enfants vont préférer les crudités. Moi, c'était mon cas quand j'étais jeune. Je ne sais pas pourquoi. Ma mère s'entêtait à faire les poivrons rôtis parce que j'aimais ça, les manger crus. C'est des façons qui sont faciles de faire des ajustements. Utiliser les 5 sens. On découvre les légumes à chaque fois. Même nous, comme adultes, on a beaucoup à gagner à faire cet exercice-là des 5 sens. Ça nous rapproche de notre intuition alimentaire. Fait qu'on le fait avec les enfants en famille. Ça peut devenir un rituel ou un genre de jeu. Un autre jeu, on peut leur faire deviner qu'est-ce que j'ai mis comme épice dans cette soupe-là. Qu'est-ce que j'ai mis comme aromate. Essayer de deviner l'ingrédient mystère. On peut les encourager à s'exprimer. Moi, j'essaie toutes sortes de recettes de muffins différents, puis je demande à mes garçons, là, cette recette-là, est-ce que vous l'avez préférée ou préférez-vous l'autre? Comme ça, ça leur permet d'être autonomes, de montrer qu'ils ont leurs préférences, mais sans que ça soit barré de « moi, j'aime pas les choux ». C'est plus, ça l'ouvre à une diversité. Par exemple, quand mon garçon me disait « j'aime pas les champignons », moi, je lui répondais « mais tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas les champignons. Tu n'as pas essayé toute la diversité de champignons comestibles qu'il y a en ce moment qu'on sait qui existent. Puis en plus, tu sais que aujourd'hui, tu n'as pas aimé le champignon, cette sorte-là, de la façon que je l'ai cuisiné. Mais si je prenais le même champignon, je faisais une crème de champignons, un sauté, champignons farcis, peut-être que tu l'aimerais. Même juste le fait de prendre un champignon et de le faire sécher va changer énormément son arôme. Fait qu'il ne faut pas accepter qu'un enfant se mette des barrières, et encore moins nous accepter ces barrières-là, que l'enfant n'aime pas ce légume-là. Pour encourager nos enfants à explorer plein de sortes de légumes différents, à découvrir leur goût, on peut acheter un légume différent par semaine. On peut même donner un budget à notre enfant pour que lui-même choisisse le légume à l'épicerie, comme on avait dit, s'abonner à un panier bio pour faire des découvertes. On peut raconter l'histoire du légume. Ça, c'est un autre angle par lequel on peut apprivoiser les légumes. J'adore raconter l'histoire des topinambours. Je trouve tellement que c'est une histoire fascinante. Puis un légume qui pousse bien au Québec en plus. Un truc qui me semble important à vous raconter, dans les équipes sportives, faire du sport, c'est vraiment une saine habitude de vie. Je trouve ça dommage quand on associe ça automatiquement avec arrêter pour manger du fast-food en chemin, au retour, sur l'allée. Puis déjà que les cafétérias, ça dépend de qui sert la nourriture dans la fin de semaine. Fait que pourquoi pas essayer d'arrêter à l'épicerie puis dire aux enfants, les parents leur ont donné un budget pour la fin de semaine qui est souvent assez élevé.
Fait que le coach pourrait dire, ben, vous allez à l'épicerie, mais chacun choisit, il y a des bases, chacun choisit un légume, un grain comme un sandwich ou une salade de riz ou quelque chose, puis un fruit pour dessert, avec des bonnes consignes. Les jeunes de l'équipe sportive, au moins, ont un choix de manger quelque chose de bon. Contrairement quand on rentre dans un fast-food, toutes les options sont des aliments ultra transformés. Les soupes opéra, c'est les petits intermèdes qu'on avait il y a longtemps, mais ils sont encore disponibles sur Internet où est-ce que tous les légumes s'assemblent pour faire des animations. Fait que c'est vraiment très rigolo. Ne pas oublier que la présentation est importante, servir des plats colorés, de la couleur. C'est tellement pas long de juste mettre les légumes pour que ça fasse un genre de visage avec un sourire. Des fois, il y a des trucs qui prennent même pas une minute, mais qui vont changer le plaisir que les enfants vont avoir à manger. Les enfants n'aiment pas la monotonie. Si on sert toujours la même chose, on va se le faire dire. Fait qu'on peut essayer plusieurs façons de préparer les légumes. Cuit au four, bouilli, vapeur, sauté, empuré, braisé. C'est une activité qu'on fait beaucoup aussi avec le tout cru, tout cuit. Ça s'appelle dans la classe de maternelle, où est-ce qu'on va présenter 3 légumes différents, cuits de 3 façons différentes. Fait qu'au lieu de dire « j'aime » ou « j'aime pas ce légume-là », l'enfant va dire « de quelle façon tu le préfères, ce légume-là? Est-ce que c'est cru, cuit? » ou Puis l'enfant a participé à le préparer aussi. Fait que même quand les enseignantes me disaient « cet enfant-là ne mange pas de légumes », mais là, je voyais qu'il goûtait finalement, puis il était fier d'affirmer qu'est-ce qu'il préférait. On peut varier la façon de découper en rondelles, râpées, en bâtonnets, en quartiers, en cubes. Un truc que j'ai développé aussi chez moi, c'est que c'est sûr qu'il y a des menus qui sont moins préférés que d'autres. J'essaie de prendre le menu qui est plus bof. Je le précède d'un menu que les enfants aiment moins. Fait que là, celui, admettons, chez nous, c'est la sauce verte. La sauce verte, souvent, je vais mettre du kale dedans, des feuilles de rutabaga peut-être, puis toutes sortes de verdures. Ça, c'est le menu que les enfants aiment moins. Si le lendemain, je fais un sauté, qu'ils n'aiment pas vraiment non plus, mais là, ils vont être contents de manger du sauté parce que la veille, c'était la sauce verte. Ça peut être un truc pour passer nos menus qui sont les moins préférés. On peut faire 2 ou 3 sauces ou trempettes. Là, de nos jours, les nutritionnistes mettent tellement de belles recettes santé de sauces, de trempettes à faire. C'est pas la trempette mayo ketchup que je parle, c'est vraiment quelque chose qui serait bon pour la santé ou qu'on peut acheter directement à l'épicerie. Mais ce que ça permet, c'est que même des légumes que les enfants aiment moins avec une trempette, ça devient vraiment bon, fait que c'est beaucoup plus facile. On peut aussi changer la variété. Dans les légumes racines, même le chou-fleur, à l'épicerie, aujourd'hui, on peut trouver des choux-fleurs jaunes, des blancs, des mauves, en spirale, verts. Il y a tellement de diversité que ça permet de, encore une fois, briser la barrière de « moi, j'aime pas ce légume-là ». On le fait découvrir. « Ouais, mais le mauve, tu l'as-tu goûté? Il y a une saveur différente, le mauve. » Et puis là, peut-être qu'il va découvrir que c'est vraiment sa sorte préférée. On peut varier la grosseur à laquelle on coupe le légume pour le mettre dans une recette. On peut faire une sauce spaghetti avec les légumes coupés tout petits, puis la fois d'après, des légumes beaucoup plus gros, puis leur demander qu'est-ce qu'ils préfèrent. Changer les épices, les aromates. J'ai fait un chili la semaine passée, j'ai mis beaucoup de cumin. Puis quand mes garçons sont arrivés à la maison, ils ont dit « Ah, ça sent tellement bon, ça sent tellement bon! » Fait qu'avant même de savoir c'était quoi le menu, ils étaient certains que ça allait être bon parce qu'ils aimaient l'odeur du cumin. Gardez les ingrédients riches pour les légumes plus difficiles à passer. On recevait souvent des bénévoles à la ferme qui venaient de France puis ils nous disaient « Ah, ce légume-là, on le prépare avec de la crème et on gratine ça, puis tout est bon avec la crème et du fromage. » Moi, je garde ça chez moi pour les légumes plus difficiles. La sauce verte, la fameuse sauce verte que je fais, aujourd'hui, je rajoute du lait de coco dedans. Ça la rend très crémeuse et maintenant, ça passe très bien les soupers de sauce verte. Jouer au grand restaurant en préparant ou en présentant le repas. Fait que ça, le jeu, ça marche toujours avec les enfants. Fait que là, si on leur sert ça comme s'ils étaient dans un grand restaurant, puis là, on dit « Voici un tartare grillé sur petit pain rond accompagné de sa salade de tubercules. » En fait, on vient de présenter un burger avec une salade de patates, mais la façon qu'on l'a dit, avec la belle expression, on vient de transformer ça en jeu. Mise en garde.
Ne jamais forcer ce qu'il ne faut pas faire pour garder le plaisir. Ne jamais forcer un enfant à manger ses légumes. On ne veut pas qu'il associe le légume avec une contrainte, un contrôle ou une punition. Ne pas récompenser avec des desserts, avec la nourriture. Ça, c'est peut-être des choses qu'on a vécues nous-mêmes, mais on peut briser certains patterns. La nourriture ne doit pas non plus devenir une façon d'attirer l'attention. Si un enfant sent que s'il ne mange pas, tout à coup, il voit son parent s'inquiéter, comme commencer à offrir d'autres choses et tout, bien, ça peut créer un pattern où est-ce qu'il va utiliser les aliments pour avoir plus d'attention. Puis là, c'est là que ça peut déjouer son intuition alimentaire un peu. Les nutritionnistes aussi nous conseillaient de ne pas parler de bons ou de mauvais aliments. Malheureusement, on est souvent attiré par l'interdit. Ils nous conseillaient de dire plus des aliments denses en nutriments, qui sont pleins de vitamines, de minéraux, puis des aliments d'exception, qu'on peut manger, c'est correct, mais on les mange plus rarement quand c'est une fête, quand il y a une occasion spéciale. Pour encourager à manger encore plus de légumes, des petits trucs, ajouter des légumes dans les desserts et les déjeuners. La tarte à la citrouille, tout le monde connaît ça, les muffins aux carottes, mais on peut faire un excellent gâteau au chocolat en rajoutant de la betterave râpée dedans. On peut mettre plein de sortes de légumes dans les smoothies. Moi, la courge en purée, je la mets partout. Je mets ça dans mon mélange à crêpes, je mets ça dans mon chili. Ça peut vraiment passer inaperçu, c'est sucré, ça a une belle texture, fait que ça peut remplir à plein d'endroits. Une autre recette qu'on a avec la courge aussi, c'est le mac and cheese. On fait un macaroni au fromage, mais la sauce au fromage, en fait, c'est une sauce où il y a de la courge en purée, des oignons, du bouillon, puis on rajoute un peu de fromage au travers. Ça a juste l'air d'être un repas ordinaire, rapide et bon aux yeux des enfants, mais en fait, c'est rempli de vitamines. Et la poutine sauce verte avec toutes mes verdures. On peut réinventer les moments spéciaux aussi. Quand mon amoureux est parti en camping avec les enfants et qu'ils se sont rendus compte qu'il avait oublié les guimauves, puis il avait envie de faire griller quelque chose sur le feu, et on dit pourquoi pas faire griller les cornichons. Ils ont fait griller les cornichons sur le feu et c'est devenu une nouvelle habitude, une nouvelle tradition. Puis ça peut être plus facile qu'on pense réinventer les traditions comme ça. Voilà les sources. Puis maintenant, ça serait terminé pour le contenu que j'avais à vous partager aujourd'hui. En conclusion, j'espère qu'il y a au moins un truc que je vous ai donné que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie pour que cet aspect-là de votre vie de parent devienne un peu plus facile, que ça soit moins un combat, mais plus fluide. Puis, si vous avez envie d'en apprendre plus sur agricole, si vous aimeriez que votre enfant soit dans une école agricole, où est-ce qu'on apprend l'agriculture, la cuisine, la santé, l'environnement, vous pouvez vous rendre sur Internet sur le site agricole.com.